basé sur cette idée disons, d'avoir du bonheur au quotidien et d'être effectivement nous-mêmes des acteurs de cette prise en charge. Donc j'ai été très heureuse qu'on me demande ce thème. C'est un thème qui ne m'est pas souvent demandé, pour lequel j'ai monté un tout nouveau prédit. Donc tout ce que vous voyez là est parfaitement nouveau. Donc ceux qui m'ont déjà vu, ne vous attendez pas à me revoir, parce que ce que je vais dire est parfaitement différent de tout ce que j'ai déjà dit. Donc c'est pas plus mal. J'aime bien moi-même être différente de moi-même, donc ça tombe bien. Donc prendre les choses en main. Évidemment, en Suisse, je le disais en amont de cette conférence aux organisateurs, on est un petit peu biberonné comme ça. On a la chance d'avoir des bons parents, entre guillemets, c'est-à-dire que nos villes, nos gouvernements, nos cantons, notre confédération sont des gens qui s'occupent quand même pas mal de nous, les citoyens, on peut le dire, je dis en comparaison internationale. Ce n'est pas le cas partout. Et j'ai été justement dans des pays comme au Mexique, j'ai beaucoup travaillé avec la ville de Buenos Aires. On voit que l'esprit n'est pas toujours le même dans tous les pays. On n'a pas toujours l'argent ou la disponibilité ou l'envie politique de s'occuper autant que ça du citoyen. Donc du coup, il y a beaucoup de pays où les citoyens prennent eux-mêmes les choses en main. Et donc je vais montrer 2-3 exemples de ça. Mais je vais aussi montrer des actions, parfois d'ailleurs en Suisse, pour montrer que c'est aussi faisable de prendre les choses en main, aussi chez nous, quand ça se fait. Vous savez tous qu'un des grands enjeux de la ville, c'est la question de la ressource spatiale, l'espace. L'espace, c'est une denrée rare, c'est d'autant plus rare qu'on est en ville. Plus la ville est compacte, plus l'espace est rare, c'est-à-dire plus le mètre carré devient un mètre carré pour lequel il y a de la concurrence par rapport aux choses qu'on peut y faire. Et puis, ça me frappe toujours que dans des villes où par ailleurs le mètre carré coûte si cher au mètre carré, on puisse encore faire des choses parfaitement gratuites avec énormément de mètres carrés qui sont donc alloués gratuitement à des usages privatifs, comme celui de garer sa voiture, qui est donc un usage privatif sur un espace public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un usage où vous confisquez finalement, nous tous, hein, moi aussi, hein, je roule en voiture, ça m'arrive peu, je n'ai pas moi-même une voiture à moi, mais je roule en mobility, de temps en temps je me gare. Du coup, comment on fait? On est quand même en train de ponctionner quelques mètres carrés, qui sont des mètres carrés que du coup seront utilisables uniquement par nous et par cette voiture. Et pendant ce temps, il n'y a pas d'autres usages publics possibles de cet espace. Donc, vous savez qu'une voiture, c'est la voiture, le modèle actuel, bien entendu, qui est un modèle qui est en train de changer rapidement, qui est celui qui fait que finalement, on a une voiture qui est occupée, qui est, comment vous dire, à 80% vide, puisque sur 5 places, il n'y a qu'une place qui est occupée généralement, qui est celle du conducteur. Les autres places sont vides. C'est un objet qui est à 95% immobile, ce qui pour un objet qui s'appelle automobile, je trouve assez drôle carrément, parce que c'est un peu de la pub mensongère quand même. On vous vend ça comme étant automobile et puis il ne bouge que 5% de son temps. C'est un petit peu bon. Alors ça, c'est lié au fait que nous-mêmes, nous ne bougeons qu'au maximum 1 heure par jour, généralement. En Suisse, en moyenne, on consacre à nos déplacements 37 minutes par jour, parce qu'on est un petit pays et puis on a des petites villes. C'est sûr que dans des villes comme Paris ou Buenos Aires, vous allez consacrer peut-être 1h30 ou 2 heures à vos déplacements. Il y a quelques gens en Suisse qui consacrent plus d'1 heure au déplacement, ça arrive, mais ça reste faible. Si je prends le cas de Lausanne ou de Genève, on est plutôt dans la case des 30 minutes, comme ça, par déplacement. Après, évidemment, vous pouvez faire 2 déplacements, donc du coup, ça vous fait 1 heure. Quoi qu'il en soit, donc, vous serez rarement à plus d'1 heure par jour, donc ça veut dire que sur les autres 23 heures, votre voiture donc, va être endormie, ou dans la rue, ou chez vous, ou dans votre travail, bref. Elle occupe l'espace, et elle est immobile pendant ce temps. Et puis, l'autre grand défaut aujourd'hui dont on s'aperçoit dans ce modèle de voiture, c'est le fait qu'elle est 100% à vous. J'entends par là que c'est un bien immobilier particulier qui est possédé par une seule personne à la fois. Et c'est ce modèle économique aussi qui est très étrange, si vous voulez, dans la société du partage vers laquelle on va aujourd'hui. On est plus dans des logiques où on va finalement partager la ressource, c'est-à-dire avoir justement des logiques de type covoiturage ou autopartage, où finalement la voiture est ou bien partagée dans son temps, c'est-à-dire segmentée, vous utilisez vous seul, mais plusieurs personnes peuvent utiliser la voiture au cours de la journée.
c'est aussi le modèle du vélo libre-service, hein, c'est-à-dire vous êtes chaque fois un, mais vous êtes beaucoup à l'utiliser. Sachez qu'en moyenne, une voiture type Mobility, elle est utilisée par 12 personnes par jour, alors que votre voiture à vous, ben, elle est utilisée par vous et personne d'autre en général, peut-être votre femme, peut-être un de vos enfants. Mais donc, on n'est pas du tout dans la même optimisation de la ressource. Hein. Donc, cette question-là, de finalement comment on peut récupérer cet espace rare, elle est évidemment au front aujourd'hui dans les discussions. Et donc, je voulais attirer votre attention sur ces actions, type Parking Day, où ici, vous voyez un exemple qui est plutôt lié à une action qui avait eu lieu dans la ville de Zurich à un moment donné quand ils ont voulu rendre la mobilité quelque chose de partagé, disons, l'idée d'une culture. Donc ils ont fait une campagne de com qui s'appelait Mobilité Culture et dans laquelle ils ont justement un peu peint en vert et pris plein d'espaces différents dans la ville, dont celui-ci, pour montrer finalement l'univers des possibles, pour montrer aussi tout ce qu'on peut faire, parce que parfois on oublie finalement hein, tous les espaces qui sont... on croise comme ça des espaces toute la journée, partout, et on oublie que ça pourrait être différent, qu'on pourrait en faire autre chose. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on ne mettait pas une voiture là? Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire si ce n'était pas un jardin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si ce n'était pas une maison? Et ça, c'est des questions qu'il faut de temps en temps se reposer. Quand on passe comme ça et quand on concrétise un projet, parce qu'une chose, c'est de le dire, et une chose, c'est d'en parler, et c'est d'essayer de monter une initiative, etc. Et une autre chose, c'est très concrètement s'approprier l'espace et dire, voilà ce que j'en ferais si j'avais la possibilité d'utiliser cet espace pour autre chose. Donc, inventer un autre destin pour vos espaces, au sens large, hein. Là, ici, je dis place de parc, mais ça pourrait être autre chose. On a aussi souvent des besoins d'infrastructure. Et ces besoins d'infrastructure peuvent être des besoins qui sont en fait pas tout le temps. J'entends par là que... Alors, je donne cet exemple extrême, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire ça, mais je trouve que c'est un exemple intéressant parce que, à la fois, ça crée un certain espace de sécurité au moment où vous en avez le plus besoin, qui est la nuit, justement, où c'est là où vous êtes moins visible, c'est là où vous risquez le plus d'avoir des conflits et des risques d'accidents. Et en même temps, finalement, vous créez vous-même votre propre espace pour circuler quand vous êtes en train de circuler. C'est surtout ça que je trouve génial dans cette idée. C'est que c'est une idée où finalement, vous prenez vous-même en main votre propre infrastructure, en l'occurrence virtuelle. On est d'accord que ce n'est pas la même chose que d'avoir une vraie armure, entre guillemets, pour que les gens ne marchent pas dessus. Mais dans le futur, quand même, sachez que par exemple Siemens, ils ont imaginé, quand ils imaginent la ville du futur, en fait, elle sera un peu comme cela, c'est-à-dire que ce sera des vastes espaces partagés dans lesquels les voitures, quand elles avanceront, vont dessiner elles-mêmes des présélections, si vous voulez, un peu genre 10-15 mètres à l'avance d'elles-mêmes, et au fur et à mesure qu'elles tournent, elles vont dessiner ces présélections. Et puis, pareil pour les vélos, pareil pour les piétons, et on va tous avoir des espèces de zones d'influence, vous voyez, puis quand on marche, ça va faire boum, 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 comme ça dans le sol, avec des espèces de lumière. Vous regardez, c'est très chouette, vous regardez le truc genre Siemens Smart City, ville du futur, et c'est vraiment comme ça qu'ils imaginent que ce sera la ville 2040, 2050, sera une ville comme ça à la demande. C'est pas une ville qui est toute dessinée, toute avec des trottoirs super lisses, avec des trucs déjà tout bien mis là, à tout jamais. Parce que sachez qu'une fois qu'on a construit un trottoir, il n'y a rien de pire parce qu'ensuite, pour le démolir, ça coûte tellement cher. C'est une des raisons principales pour lesquelles en Suisse, on n'avance pas plus vite avec les zones de rencontre, par exemple. Hein. C'est en fait parce qu'on n'arrive pas à faire du façade à façade, ça coûte trop cher d'enlever les trottoirs, par exemple. Comme ça coûterait trop cher d'enlever des pistes cyclables une fois qu'elles sont faites. Donc pensez-y parce que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins du futur. Les choses changent. On dimensionne aujourd'hui, par exemple, j'ai ce problème à Rouen avec qui je travaille en ce moment. On est en train d'installer un nouveau BHNS, donc une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service. Le boulevard, qui est un boulevard qui fait le contournement de la ville de Rouen, ville historique, donc il y a un boulevard qui remplace un peu les anciens remparts de l'époque, qui est assez large, hein. C'est un boulevard qui fait facilement 50 mètres, donc très très large. Il y a 4 voies et encore un peu plus, et des arbres et des trottoirs, etc. Et le problème qu'on a là, c'est qu'on est en train de dimensionner pour 40 000 véhicules jour, ce qui est à peu près l'équivalent du pont du Mont Blanc, ce qui est beaucoup de véhicules par jour si vous n'êtes pas des spécialistes du domaine, mais
Mais ils sont déjà en train de compter sur le fait que le jour où ce bus sera mis en service, il y aura déjà 20% de véhicules de moins. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, que j'essaye de leur expliquer, c'est que 10 ans plus tard, il y aura encore 20 ou 30% de véhicules de moins. Parce qu'on ne sera plus dans le même monde qu'aujourd'hui. Et c'est tout le problème quand on fait de la planification, c'est qu'on planifie des choses avec les chiffres d'aujourd'hui pour des mondes de demain où on sait pertinemment, parce que ça on sait depuis un siècle, que chaque fois qu'on a des chiffres, les chiffres sont faux. On le sait ça. Donc quand on planifie, on sait déjà qu'ils sont faux, on essaie de corriger le tir et nous-mêmes déjà d'ajuster et de faire en sorte qu'on essaie de faire des chiffres qui soient un petit peu déjà plus. Mais généralement, les gens, ils n'osent pas assez imaginer que ce sera différent. Ils n'osent pas assez dire « Ah ben, ce sera complètement différent ». Par exemple, quand on a fait les projections des chiffres pour le passage à la demi-heure de Rail 2000, on pensait qu'on aurait 10% d'augmentation du train. On a eu 27,7% d'augmentation du train en 5 ans. Un truc du jamais vu. Et c'était impossible à gérer. Et si vous vous rappelez, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que les CFF ont, une année avant que la loi passe, enlevé les wagons fumeurs, parce qu'il y avait tellement de pression sur les trains qu'on n'arrivait plus à rentrer dans les trains et qu'on n'avait pas assez d'espace. Ils ont, plusieurs années avant ce qui était prévu, dû donc s'endetter pour acheter des rames, pour avoir des rames 2 étages, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre assez de gens dans les rames. Aujourd'hui, moi-même, je participe à plusieurs projets pour augmenter nos gares, parce que vous le savez, nos gares sont du coup devenues trop petites. Elles sont beaucoup trop petites pour absorber tous ces flux. Et puis, ce qui, moi, me fait rigoler doucement, si vous voulez, c'est que je vois bien dans la planification que je fais aujourd'hui qu'on est en train de faire exactement la même erreur pour la phase suivante, c'est-à-dire la phase où on va avoir des trains au quart d'heure. Cette phase, elle est tout de suite. Hein. Zurich, c'est déjà le cas. Ici, à Lausanne, en 2018, on passera au quart d'heure pour la plupart des lignes. Et le but de la Confédération, c'est de passer au quart d'heure d'ici 2040. Donc on sera dans une situation de quart d'heure généralisée où tous les trains, dans toutes les directions, pour toutes les villes, seront au quart d'heure. Et donc je ne vous dis pas ce que ça va être, quoi. Ça va être génial, mais ça va aussi être la pagaille. Parce qu'on n'aura juste pas les espaces qu'il faut, parce qu'on n'anticipe pas assez. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important de voir que c'est important de garder de la souplesse. Et que donc plus on arriverait à trouver des solutions de ce type, qui sont des solutions peu coûteuses, attachées plutôt aux personnes plutôt qu'aux espaces, et donc attachées aux besoins réels, c'est-à-dire que quand il y a un vélo, j'ai une piste cyclable. Quand j'ai pas de vélo, j'ai pas de piste cyclable. Et ça devrait être pareil pour tout, c'est-à-dire que vous devriez pouvoir créer des types de solutions en fonction de vos besoins. Par exemple, à Chafouz, ils ont inventé un concept que je trouve assez intéressant, qui est d'avoir des zones de rencontre pour les écoles seulement aux heures des écoles. C'est une zone de rencontre qui ça fonctionne à 20 km/h aux heures où les enfants vont à l'école et aux heures où ils sortent. Mais par exemple, pas le dimanche soir. Ce que je trouve moi très bien, parce que le fait, vous en tant qu'automobiliste, vous traînez là à 20 km/h, dans l'hypothétique hypothèse qu'il y ait un enfant là, chose qui ne risque absolument pas d'arriver devant l'école le dimanche soir, parce qu'il n'y a pas d'école, vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissons aux besoins réels, et donc faisons nous-mêmes nos propres besoins. L'autre hypothèse que je trouve assez intéressante, ici un exemple de Berne, c'est de voir qu'il est possible de s'approprier même les espaces les moins équipés, les plus nus, hein, si j'ose dire, hein, ici, alors plus nu que ça, tu meurs, quoi. C'est un espace où il n'y a rien, où simplement les architectes ont eu l'idée, mais à mon avis même pas en faisant exprès, de dessiner ces petits carrés pour un peu faire joli, quoi. Et puis les gens se sont dit, ah chouette, des tables de pique-nique. Et puis paf, voilà, qu'ils s'approprient l'espace et qu'ils amènent leurs copains, qui font, comme vous voyez, des pique-niques. Hein. Et ça, il faut comprendre le contexte, c'est un contexte assez marrant. Cette place qui est donc toute proche de la Hauptbahnhof, hein, de la gare centrale de Berne, c'est entre la gare centrale et le Parlement, donc c'est une place qui connaît vraiment beaucoup de flux et beaucoup de gens à midi, vous la connaissez peut-être, elle est entourée de toutes ces rues commerçantes, et c'est une place qui donc a des arcades ici, là où j'ai pris la photo, là, hein, elle a pas mal d'arcades, et donc elle a beaucoup de pression pour les pique-niques à midi, il y a énormément de gens qui mangent sur cette place. À tel point d'ailleurs que la ville de Berne a dû introduire une 3e tournée de nettoyage à midi parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre, et pourtant Dieu sait, les Bernois encore plus que nous sont des gens extrêmement propres.
Donc en fait, c'est pas qu'ils laissaient des affaires partout, hein. Bon, là on voit 2-3 déchets, mais c'est pas habituel. Donc les gens, à la bernoise, hein, entassaient tous les petits trucs les uns sur les autres à côté des poubelles, très proprement, vous voyez ce que je veux dire. Les gens essayaient de gérer le truc, mais simplement les poubelles étaient trop pleines, quoi. Il y avait trop de demandes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans la recherche, hein. Moi, j'ai plusieurs de mes étudiants qui ont fait des mémoires sur ce sujet. Il y en a une qui a carrément fait un mémoire là-dessus. Ça s'appelle le littering, hein. C'est un terme anglais pour dire le fait qu'on salit de plus en plus l'espace public, mais c'est lié à l'intensité d'usage. C'est pas qu'on salit plus, c'est qu'on est plus, et on est plus dehors, on est plus longtemps dehors, on fait plus de choses dehors, on mange plus dehors, on boit plus dehors. Avant, c'était toutes des choses qu'on faisait chez nous, donc évidemment, bah, du coup, c'était notre propre poubelle. Mais maintenant que nous sommes dehors, c'est donc la poubelle publique qui doit assumer un certain nombre de choses qu'avant, si vous vous rappelez, vous alliez manger à la maison à midi. Il y a longtemps de ça. Enfin, moi, j'ai à peine connu ça. C'était vraiment quand j'étais petite. Et puis, c'est plus arrivé depuis, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est le cas maintenant de la plupart des gens. Ils ne rentrent plus manger à midi. Alors, beaucoup mangent au restaurant, d'autres mangent dans la rue. Et donc, ça pose un certain nombre de questions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le pique-nique urbain devient vraiment un mode de vie assez courant et qu'il faut aussi l'intégrer et qu'il y a aussi une demande pour ça et que les espaces publics doivent être adaptés à ça. Je dis ça parce que, par exemple, à Hafen City, à Hambourg, ils viennent de construire ce tout nouveau quartier qui s'appelle Hafen City, avec une reconversion d'une partie du port. Et là, par exemple, tous les bancs sont équipés, en fait, c'est des très longs bancs. Déjà, ça vous permet d'être plus ou moins assis, couché, etc. Et puis, ils ont des accoudoirs très larges avec des tables intégrées sur lesquelles vous pouvez justement poser vos boissons, poser vos affaires de pique-nique, poser vos ordinateurs et que sais-je. Et donc ça, par exemple, c'est lié à des demandes citoyennes, c'est-à-dire les villes observent et voient, et il y a des pétitions qui leur demandent écoutez, le banc classique, ça va plus, quoi. Ça suffit pas par rapport à toutes les choses qu'on veut faire dehors, aujourd'hui en ville. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut tenter d'agir. L'autre action que je vous conseille de faire, parce qu'elle est vraiment extrêmement facile à faire, et puis elle donne des résultats immenses, et puis ça ne coûte rien à personne, et ça a vraiment beaucoup d'effets, c'est simplement d'apporter votre chaise longue. Vous faites ce qu'on appelle un sit-in. Donc vous avez un espace que vous voulez vous approprier. Un jour, vous vous organisez une fête, vous organisez simplement une rencontre, et puis vous dites, ok, tout le monde avec sa chaise longue, et on s'approprie ce lieu. C'est in fine ce qui s'était passé à New York, si vous vous souvenez, à Times Square. Hein. Times Square, à la base, au tout début, l'action, elle a démarré par ça. C'était une action chaise longue, comme on l'appelle. Donc, alors là, en l'occurrence, c'est une action quand même organisée par la ville. C'est la ville qui est arrivée avec son camion. Et c'est une histoire qui est d'ailleurs assez rigolote parce que quand vous entendez Janet Sadikan raconter ça, la commissaire au transport qui était à l'époque en charge à New York City de ce programme, il faut comprendre le contexte. C'est quand même une diagonale. Times Square est sur une des rues qui était à l'époque les plus chargées en voitures de New York. C'était aussi une rue extrêmement chargée en piétons et même beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de piétons que de voitures. Il y a eu plusieurs étapes dans cette évolution. Il y a eu une première étape qui a consisté à démontrer qu'en fait c'était mieux pour les voitures qu'elles ne passent pas par là. Et ça, c'était le cas parce que si vous voyez comment New York est fait, donc il y a un grid comme ça, régulier, et puis il y avait cette diagonale. Et cette diagonale, elle posait beaucoup de problèmes pour l'organisation des feux parce que quand vous avez une diagonale qui rentre dans votre maillage de grid, du coup, pour organiser les feux verts, les feux rouges, ça devient extrêmement compliqué en termes de programmation de feux. Et en fait, ça causait beaucoup de délais, à la fois à ceux qui étaient sur la diagonale et à ceux qui étaient en dehors. Donc, enlever la diagonale du système de feu était en fait une bien meilleure solution. Et donc, ils ont commencé par faire cette démonstration, ce qui, du coup, a acquis le lobby des automobilistes. C'est-à-dire, du coup, les automobilistes étaient d'accord de dire, oui, finalement... c'est pas aberrant de circuler ailleurs, quoi. Ça nous fera gagner du temps plutôt que d'en perdre. Donc il y a eu tout un travail pour convaincre sur cette question. Et puis ensuite, il y a eu un autre travail que je trouve assez important, qui est de dire ce sera compliqué, les camions, les pompiers, comment on fait s'il y a un feu.
comment on fait? On invite les pompiers, on met les cônes et on fait la démonstration in vivo, en vrai, que ça passe. Et je vous conseille, si jamais vous devez être au front d'un projet où on vous raconte ce genre de choses, parce que les Neinsager, comme je les appelle, ces gens qui sont toujours des diseurs de noms, ont toujours des bonnes excuses techniques pour ne pas faire le projet que vous avez en tête. Et ces excuses techniques, je vous les donne en mille, c'est toujours les mêmes. Oui, ça ne passera pas les transports exceptionnels. Comme tout le monde sait, les transports exceptionnels, c'est exceptionnel. Ça arrive une fois tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et donc, c'est aberrant de dire que parce qu'il y a des transports exceptionnels une fois par an, les autres 364 fois dans l'année, vous êtes obligé de vivre avec la situation actuelle parce que, exceptionnellement, il peut passer un transport exceptionnel. Donc, premier point. Deuxième point, c'est le point des pompiers. Oui, comment on fait? Je vous signale qu'il n'y a pas de feu tous les jours non plus. Évidemment, c'est quand même un besoin qu'on a. Évidemment que le jour J où il y a un feu, évidemment, les pompiers doivent accéder. C'est normal. Cela dit, il y a des manières de faire. Cette question des rayons de giration, c'est une fausse question. C'est-à-dire qu'il faut étudier la question. Et là, d'ailleurs, sur le projet de New York, ils ont remarqué que par rapport au plan qui avait été dessiné par les ingénieurs en question, en fait, ils ont gagné encore 5 mètres par rapport à ce qui était proposé. Ils pouvaient encore gagner plus de mètres. Quand le vrai camion de pompiers est venu pour faire la vraie manœuvre, ils ont vu qu'en fait, il n'y avait même pas besoin d'autant d'espace. Ils ont encore gagné de l'espace. Vous voyez, c'est aussi pour vous dire que c'est possible. Donc, j'arrive donc au jour de l'inauguration, c'est-à-dire qui a été bien choisi. C'était donc un samedi soir. Et le samedi soir, ce camion est arrivé avec 200, 300 chaises longues que le mec a commencé à enlever de son camion. Et au fur et à mesure qu'il les enlevait de son camion et qu'il les posait, au fur et à mesure, les gens venaient les prendre et carrément s'asseyaient directement. Il n'a même pas mis 10 minutes qu'il était là, que déjà, il y avait une queue pour prendre les chaises longues de sa main et pour s'asseoir, pour utiliser Times Square. Tout le dimanche, c'est sûr, ils ont choisi le bon jour pour faire ça. Tout le dimanche, il a fait beau. Tout le dimanche, il y avait des gens sur ces chaises longues. Tout le dimanche, tous les reporters, tous les médias qui étaient venus voir comment ça se passait sont venus. Et Vini Vidi Vici, ils sont venus, ils ont vu, ils ont pris les photos. Et lundi matin, sur le New York Times, article en première page, Times Square transformed, super cool, avec tous ces gens, chaises longues, devenus un espace. Et c'est ça aussi la démonstration qu'il faut faire. Il faut bien choisir son timing, il faut bien choisir la première action. Ils n'ont pas du tout voulu ici faire quelque chose en disant voyez, il n'y a rien qui a été fait. Ça, c'est une image justement de ces premiers moments à l'époque. Il n'y a pas eu du tout, il n'y a pas eu un centime d'investissement, mis à part ces chaises longues. Donc il y en a eu pour moins de $1000, juste pour faire la démonstration, qui avait usage, qui avait besoin, qui avait envie. Et ça, c'est la démonstration qu'on doit tous faire. En l'occurrence, c'est la ville qui l'a fait, mais souvent, c'est aussi les citoyens qui peuvent faire ça, parce que ça coûte rien. Ça, c'est la démonstration. Et puis, une fois qu'on a fait la démonstration, que l'espace, on peut l'utiliser autrement, que la vie peut être autrement, qu'on peut utiliser la ville autrement, là, évidemment, après, rentre le processus habituel. On va rentrer avec le projet, et puis aujourd'hui, si vous allez à Times Square, vous verrez que ça a été refait, et bien refait. C'est tout à fait différent.